Donc bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. J'ai énormément apprécié d'être ici. J'ai décidé de vous parler en français. Mes diapositives sont en anglais et j'aurai plaisir à répondre en anglais à toutes les questions qui me seront posées dans la langue de Shakespeare. Alors, j'avais demandé, et je m'excuse pour le quiproquo, que Frank Jan parle le premier parce que j'avais vu dans sa présentation qu'il y avait une bonne introduction. Et ça va me permettre de passer les deux premières diapositives qui présentaient en fait des résultats dans de petits groupes d'enfants avec tyrosinémie comparés à des contrôles et parfois sans contrôle. Je pense que quand on regarde ces données, j'ai été très frappé de voir les valeurs qui sortent de là avec des QI verbal 77, QI verbal 70, ce sont des valeurs qui sont vraiment basses. Le QI normal, c'est 100. L'écart type, c'est 15 points. Ce qui veut dire que 50% des gens doivent se situer quelque part entre 90 et 110. Là, la moitié de tout le monde. D'accord? Donc, quand on se retrouve avec des QI de 70, c'est vraiment particulièrement bas, et je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. L'autre chose, c'est que quand vous faites une étude et que vous comparez deux groupes, il y a une donnée qui manque et qui est une donnée très importante, c'est qu'est-ce qui se passait avant. C'est pas parce que vous avez une différence que cette différence signifie la même chose si vous avez un QI qui descend avec le temps ou un QI qui monte avec le temps. Si la différence diminue avec le temps ou si la différence augmente avec le temps. Donc c'est vraiment très important d'avoir des données longitudinales. Alors on en a peu de données longitudinales, ça c'est aussi une diapositive que Frank Jan a montrée, dans lequel on voit sur 5 patients seulement une décroissance du QI au cours du temps. Et ça c'est aussi quelque chose qui est particulièrement préoccupant. Alors la population dont moi je vais vous parler, c'est vous. Donc il s'agit de en tout 41 enfants qui ont été suivis pendant 7 années. Donc ça c'est une étude qui est vraiment longitudinale et elle est due au docteur Mitchell qui est venu me voir il y a 15 ans en me demandant de commencer ce travail qui est vraiment embarqué sur d'autres projets que je faisais chez les enfants traités pour cancer. Donc on les a pris dans le même protocole. Donc à peu près moitié-moitié garçons et filles. L'âge d'entrée c'est à peu près 3 ans et demi. Et vous voyez que au cours des années successives, on a vu quand même pas mal d'enfants de cette cohorte, sauf dans les 2 dernières années parce que l'argent a commencé à manquer. Mais on se retrouve avec une bonne étude longitudinale malgré tout, puisque on a 6 enfants qui ont été vus 2 fois, 14 qui ont été vus 3 à 4 fois, et 18 qui ont été vus plus de 4 fois. On peut donc vraiment tracer des trajectoires. Le deuxième point qui est particulièrement important, c'est comment mesurer le développement. Il existe des tests de développement, mais comme vous le savez, les enfants, en grandissant, vont acquérir de nouvelles capacités. Donc, par tranche d'âge, les tests vont être différents. Et quand, par tranche d'âge, les tests vont être différents, il devient difficile de les comparer. Et si vous voulez faire une étude longitudinale, il faut évidemment comparer les données quand les enfants grandissent. Mais si vous n'avez pas le même test, vous finissez par comparer des poires et des oranges et vous n'êtes plus capable de faire une conclusion. Donc j'ai vraiment cherché à trouver un test qui avait la même structure à travers un très grand groupe d'âge. Et ça, c'est pas des tests qu'on utilise d'habitude dans la clinique, mais ce sont des tests qui ont une grande validité malgré tout, et en particulier en recherche. Donc c'est pour ça qu'on a pris un test qui s'appelle le Stanford Binet, la version 4. En 2000, c'était la version 4, et qui a la même structure de 2 à 23 ans. Donc on va pouvoir comparer entre 2 à 23 ans les mêmes chiffres, ce qui est vraiment un avantage énorme quand on fait une étude longitudinale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir comparer? On va pouvoir comparer le QI global, c'est-à-dire une sorte de mesure générale des capacités intellectuelles. Et on va pouvoir aussi mesurer des fonctions plus spécifiques. L'intelligence verbale, donc comment on résout des problèmes en utilisant le langage.
le raisonnement abstrait ou visuel. Comment on résout des problèmes quand on n'utilise pas le langage, mais uniquement de l'imagerie mentale. Des puzzles, par exemple. Comment est-ce qu'on fait de quantitative reasoning? Ça, en fait, c'est du calcul, essentiellement. Et short-term memory, c'est la mémoire à court terme. Et dans les tests de Stanford Binet, c'est essentiellement ce qu'on appelle une mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de retenir une information pendant un court laps de temps et de faire une opération sur cette information-là. Donc, si je vous donne un problème simple de calcul mental, vous allez acheter 2 kilos de pommes, le kilo de pommes coûte autant, combien vous devez payer. Vous devez faire le calcul dans votre tête. Ça requiert de la mémoire de travail. Voilà la distribution des âges dans l'entrée de l'étude. Donc, des enfants qui étaient jeunes quand ils entraient. Ça, c'est l'âge à la première dose de NTBC, et je vous le donne parce que il est ressorti que c'était une variable particulièrement importante. Vous voyez qu'il y a un grand nombre d'enfants qui ont été traités de 0 à 1 mois. Il faut se souvenir que ça a commencé en 2000, hein, et puis que le reste de la population a été traité après 1 mois. Ça, c'est le résultat principal, c'est celui dont Gary Mitchell avait déjà fait écho. Donc, c'est au cours des 7 années, l'évolution du QI. La ligne rouge représente la moyenne des valeurs du QI au cours du temps. Puis vous avez l'écart type, ce sont les barres rouges qui montent et qui descendent, parce qu'il y a une variabilité autour de ça. Et puis vous avez, dans une zone qui est colorée en gris ici, je ne sais pas comment c'est sur l'écran là-bas, ce qu'on pourrait considérer comme la zone normale. Alors, la zone normale, j'ai pris une définition très restrictive de la normalité. J'ai mis là 50% des gens. C'est évidemment très restrictif de dire que je considère comme normal la moitié de la population. C'est évidemment abusif. Mais j'ai pris une définition très restrictive pour être particulièrement sévère et pouvoir poser des conclusions. Donc vous voyez qu'en moyenne, on a un QI qui est à 95, qui est dans la zone moyenne, légèrement en dessous de 100, qui est le chiffre idéal. Et en fait, il faut être tout à fait objectif là-dedans, c'est comme on a utilisé un test qui a été normalisé en 1980, on peut se poser la question, quelle serait la valeur du QI normal d'un échantillon indépendant 35 ans après, en 2015, aujourd'hui? On peut seulement faire un estimé de ça sur le QI global, mais je suis d'accord avec Frank Jan qui se situerait probablement autour de 110. Donc, de dire qu'il y a une différence, oui, mais il n'empêche que ça reste dans une zone qui est normale. Donc, c'est un peu comme vous avez les biologistes tout à l'heure qui disaient bon, ça c'est un peu trop haut, mais c'est pas vraiment anormal, ça reste dans la zone normale. Puis il y a la variation autour de ça. Puis, le Stanford Binet est divisé en différents secteurs. Là, c'était le QI global. Comment on le regarde dans le détail? Alors, dans le détail, vous avez ici le verbal, le raisonnement abstrait, les maths et la mémoire de travail, et encore cette zone normale que vous voyez en grisé. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est que le raisonnement verbal, il est passablement dans la zone vraiment normale, le raisonnement abstrait aussi, le raisonnement mathématique également. Il y a juste une seule mesure du QI qui apparaît comme étant à la limite inférieure et parfois un peu en dessous, qui est la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Et vous avez entendu qu'on avait un résultat analogue juste avant. Alors ça, c'est le même schéma, mais juste pour la mémoire de travail, au cours du temps. Et vous voyez qu'effectivement, on se situe ici à la limite inférieure des 50%, qui est une définition très restrictive de la normale. Moi, avec un QI comme ça en clinique, je suis pas inquiet du tout, là. Mais le but ici est d'apprendre quelque chose sur la population en général, et donc c'est intéressant de voir, comme groupe, c'est à la limite inférieure de 50%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour la majorité des patients, il n'y a pas de problème. Mais comme on a affaire à une distribution gaussienne, une distribution en cloche, plus vous vous éloignez de la norme, quand vous poussez une courbe en cloche dans un sens, c'est surtout aux extrémités que ça se voit. Donc par exemple, normalement, on n'a que 2% de gens qui vont avoir un QI qui est inférieur à 70. Avec cette population-là, sur la fonction de mémoire de travail, on a 10 à 15%. 10 à 15%, c'est pas beaucoup de monde, mais c'est quand même
5 fois plus que ce à quoi on s'attend. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme étant un retard significatif sur le plan clinique pour tout le monde, mais ça pose un risque pour les enfants qui sont déjà un peu en retard, ils vont être encore un peu plus en retard. Alors ça vous donne un peu les données brutes, et vous voyez que quand on regarde les données brutes, on a l'impression quand même d'une stabilité au cours du temps, et c'est la deuxième chose que nous allons regarder maintenant, est-ce que ça change au cours du temps et comment? Pour ça, on fait de la modélisation. Alors ça, c'est le tableau mathématique du modèle, de tous les facteurs du facteur binaire, mais ça c'est illisible, et donc j'ai traduit ça dans une forme graphique. Alors, pour le QI global, le meilleur modèle pour l'évolution au cours de cette année, c'est une ligne droite. C'est une constante. Ça ne bouge pas. À 95,5 dans la zone de normalité, avec toutes les nuances qu'on a apportées tout à l'heure par rapport aux normes de 1980. Raisonnement mathématique, 102. Meilleur modèle, une constante, ça ne bouge pas au cours du temps. Raisonnement verbal, meilleur modèle, une constante qui ne bouge pas au cours du temps, 96, au niveau 96. Raisonnement abstrait, 98 en moyenne, une constante encore une fois. Donc vous voyez que quand on essaye de mobiliser toutes ces fonctions-là, le meilleur modèle c'est de dire c'est stable au cours du temps. Stable au cours du temps, ça veut dire que ça se développe, parce que les normes augmentent avec l'âge, donc le développement est normal, ça suit le pressentile normal de l'évolution, comme quand vous avez une courbe de croissance pour le poids et la taille. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse en particulier, c'est la mémoire à court terme. Alors, quand on regarde la mémoire à court terme, c'est quoi le meilleur modèle? C'est pas une constante. C'est une courbe qui décroît peu. On perd à peu, la décroissance est à peu près de 2,27, 2 points par année. Donc c'est une décroissance qui est relativement petite, mais qui est quand même significative sur le plan statistique. Et ça, c'est vrai pour les enfants qui ont été traités avant 1 mois. Parce que être traité avant ou après 1 mois joue un rôle. Donc pour les enfants traités avant 1 mois, c'est comme ça. Et je vais vous montrer maintenant ce qui arrive pour les enfants qui sont traités après 1 mois de vie. Donc vous avez ça dans la rétine. Voilà. Donc après 1 mois de vie, l'effet le plus dramatique, c'est qu'on a une diminution de l'origine. Vous voyez, cette courbe est descendue d'un coup vers le bas et elle est descendue de 14 points. Ça, c'est vraiment beaucoup. Tout à l'heure, Dr. Van Fransen, il nous a dit que on ne savait pas ce qu'il y avait avant le NTBC. Mais ici, dans cette design, dans cette approche-là, en fait, on sait ce qu'il y a avant le NTBC pendant 1 mois au moins. Et on voit que de ne pas avoir été exposé uniquement à la maladie, mais pas au traitement pendant 1 mois, ça fait une chute uniquement sur les fonctions de mémoire à court terme de 15 points. Par contre, ça va aussi modifier la pente. Et si je calcule la pente de cette courbe pour les enfants traités après 1 mois, en fait, on doit une pente qui remonte. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution qui est due au fait qu'ils n'ont pas été exposés au traitement, mais seulement à la maladie. Mais en fait, quand ils sont exposés au traitement, ils rattrapent une partie du retard qu'ils ont eu auparavant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qui est liée à la mauvaise nouvelle qui était juste avant. Donc, ce qui nous donne en tout des courbes comme celle que vous voyez à gauche, dans lesquelles on a des courbes qui semblent se croiser. Mais il faut vous souvenir qu'on a affaire ici à un modèle mathématique et que le modèle mathématique qu'on utilise, c'est un modèle linéaire. Mais évidemment, vous ne pouvez pas extrapoler un modèle linéaire à l'infini. Je travaille avec les enfants traités pour cancer et quand on fait un modèle linéaire dans les premières années de vie, on voit qu'ils perdent 4 ou 5 points de QI par an. Mais vous ne pouvez pas extrapoler ça pour 40 ans, parce que ça veut dire qu'à l'âge adulte, ils ont des QI de 0, ce qui est absolument un non-sens. D'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les courbes vont arrêter de diminuer, il y a une stabilité qui va s'installer, et puis à droite, vous avez effectivement les données réelles, où vous voyez que on a en fait une différence significative en fonction de l'âge de traitement juste au début, mais qu'après, les courbes commencent à se recouper, il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Mais les trajectoires sont différentes, et significativement différentes.
Alors, comme Dr. Van Spronsen a dit, c'est important de corréler l'évolution des QI avec le comportement. Parce que finalement, c'est ce que les enfants font dans la vraie vie et dont les parents peuvent témoigner qui fait vraiment une différence. Alors ici, vous avez un score qu'on appelle le CBCL, l'Achenbach, qui est un des questionnaires les plus acceptés sur le plan épidémiologique. La moyenne est de 50, l'écart type est de 10. Et on a différents problèmes qui sont présentés ici, et ça, c'est le rapport par les pairs. Parce qu'on a interrogé à la fois les pères et les mères. Et vous voyez qu'on est dans une zone complètement normale pour pratiquement l'ensemble des facteurs qui ont été étudiés. Les problèmes de retrait, les problèmes somatiques, l'anxiété, dépression, les problèmes sociaux, les problèmes de pensée, les problèmes d'attention, les comportements délinquants et les comportements agressifs. Ça, c'est l'opinion des pères. L'opinion des mères, c'est assez semblable. Il y a juste une chose sur laquelle je vais attirer vos attentions, c'est les problèmes d'attention. Vous voyez les problèmes d'attention, c'est la troisième colonne à partir du fond à droite, quand vous remontez. Et vous voyez que quand les mères remplissent ces questionnaires, on voit que d'année en année, elles augmentent les scores sur les problèmes d'attention. Et juste sur ce problème-là. Donc, ce qui attire l'attention en disant que les mères nous disent, bon, les choses semblent aller un peu moins bien, mais ça reste toujours dans une zone complètement normale. Hein. On passe d'une chose qui est probablement un peu plus de 50 à quelque chose qui est un peu plus de 55. C'est absolument dans une zone normale, ça. Mais ça monte quand même. Et ça monte juste sur le questionnaire des mamans. Ce qu'on voit ici, quand on parle des questionnaires des pères et des mères, et c'est une différence qu'on trouve souvent avec ces questionnaires-là et qui sont probablement liées au fait que traditionnellement, ce sont les mamans qui s'occupent des devoirs quand les enfants rentrent de l'école et qu'elles sont bien placées pour voir les problèmes d'attention et elles sont en général de meilleurs témoins que ça, que les pères. Donc là, je vais juste me focaliser sur les problèmes d'attention tels que révélés par les mères, donc un petit secteur des problèmes de comportement. Le même tableau de mathématiques qui est toujours aussi lisible, mais qui se traduit par le diagramme qui est ici, dans lequel vous voyez que la même variable, être traitée avant un mois ou être traitée après un mois de vie, joue un rôle. Si vous êtes traité à moins d'un mois de vie, vous avez une diminution progressive de l'attention telle que reflétée par les mamans, dans des zones qui restent normales, mais qui sont quand même, c'est une diminution qui est quand même statistiquement significative. Alors quand les choses diminuent, les scores augmentent. Hein, c'est pour ça que vous voyez que ça monte. Par contre, si vous êtes traité après un mois, vous avez ce bond-là qui existe au départ, donc une grande différence à l'arrivée, mais vous voyez aussi que la dégradation, la dégradation de l'attention est moins forte au cours du temps. Donc exactement la même courbe que celle qu'on avait pour la neuropsychologie et la mémoire de travail. Si vous êtes traité avant ou après un mois, il y a une différence qui s'installe, mais vous rattrapez au cours du temps. Donc les modèles mathématiques qu'on a pour expliquer le développement de l'attention à travers des questionnaires et de l'attention à travers un sous-test du Stanford Binet donnent exactement le même résultat. Et ça ne peut pas être un hasard. Ça, c'est impossible que ce soit un hasard. Donc je pense que les mamans voient quelque chose, et je pense que nos tests voient quelque chose dans le cadre que j'ai bien indiqué, avec toutes les nuances qu'il faut y apporter. Alors, c'est quoi les conclusions qu'on peut faire? Je dirais qu'elles sont, en gros, d'accord et conformes à ce que le docteur Van Spronsen a présenté. À savoir que on a globalement un quotient, un développement intellectuel qui est un peu plus lent que des contrôles ou des groupes de référence dans notre cas. Et en particulier, ça s'explique par la mémoire de travail, par la mémoire court terme. N'oubliez pas que la mémoire de travail contribue au QI global. Hein, donc, je pense que c'est ça qui explique la différence. Donc, on a effectivement un problème au niveau de la mémoire de travail. Ceci, ça répercute dans une certaine mesure au niveau du comportement où les mères détectent des problèmes d'attention. Mais il y a deux autres enseignements qui sont quand même importants. Une des questions que que Grant Mitchell avait pour moi, c'est est-ce que le NTBC est toxique en lui-même? Moi, je pense que le fait qu'on a un rattrapage des problèmes de mémoire de travail quand on commence le NTBC après un mois est incompatible avec une toxicité du NTBC.
Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui va mieux si vous donnez un produit toxique. Donc ça, je pense que cette expérience-là montre que c'est pas possible que le NTBC ait en lui-même un effet toxique. Est-ce que la maladie a en elle-même un effet toxique? Alors là, je pense que oui. Et la meilleure preuve, c'est que si on compare ceux qui sont traités avant et après un mois, c'est à l'origine, au point de départ, qu'on a la différence. Donc ça veut dire ils sont rentrés à des âges différents. Hein. On a ici des gens qui arrivent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après le début de la prise des médicaments, mais même avec cette distance-là, on voit cette différence-là. Donc c'est clair que avoir cette maladie en soi représente un risque pour le développement, mais pas le traitement. Maintenant, ce qui cause cette diminution-là au cours du temps, ça c'est une chose qu'il faudra voir, et ça c'est un débat, je pense qu'il faut vraiment, il faut réfléchir de près. On a des hypothèses sur ça, comme est-ce que c'est par exemple des taux élevés de tyrosine, des taux plus bas de phénylalanine qui pourraient expliquer. Grant Mitchell m'a donné les données biochimiques, on va commencer à modéliser ça également là-dedans pour voir si on peut avoir une partie de l'explication. Mais une fois qu'on aura cette explication, il y a tout un débat à tenir sur est-ce qu'il faut changer quelque chose. Parce que est-ce que le problème est suffisamment marquant pour changer quelque chose à un traitement? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres manières d'y répondre? Et ça, je crois que c'est une question de décision globale en fonction des résultats qu'on peut avoir, mais c'est aussi une question de décision individuelle. Comme partout, quand moi je rencontre des parents avec des enfants qui ont des problèmes d'attention, je peux leur expliquer quelles sont les différentes démarches qui sont possibles. En fin de compte, ce sont eux qui vont décider qu'est-ce qu'on va faire. S'ils décident, c'est quoi la meilleure stratégie. Voilà, c'était donc l'essentiel des informations que je voulais vous donner aujourd'hui. Et juste quelques mots de remerciement pour les psychologues en fait qui ont travaillé avec moi pour tester tous ces enfants au cours des années, et pour vous tous qui êtes venus et avez participé à tous ces tests.